sera en grand. Hein, voilà, comme ça, ce sera plus Parfait. pratique. Alors, les amis, d'abord, merci d'être venu ce matin pour nous parler un petit peu de cette blockchain qui, c'est vrai, fait plus parler d'elle pour son père DEX et pour les sujets d'actualité dont on a déjà parlé dans l'émission que pour son écosystème et finalement la blockchain de type Layer 1 qu'elle est. Alors, pour ça, on va commencer, si vous voulez bien, d'abord, puisque ça va être un contenu froid hein, pour celles et ceux qui le regarderont en replay. D'abord, qui peut nous raconter peut-être un petit peu l'histoire et peut-être les milestones de Hyperliquid avec, je sais pas moi, la création, le airdrop, le lancement. Qui veut se lancer pour une petite présentation globale et historique de Hyperliquid? Lilian, il maîtrise Et mieux. je te laisse la tech. Ouais. Je te laisse la tech tout à l'heure si tu veux. Non, alors par rapport à l'histoire d'Hyperliquid, bon, je sais pas exactement par où démarrer, mais si tu veux, moi je pense que le meilleur point de départ c'est FTX, la faille de FTX. En gros, FTX dans l'histoire c'était un peu le premier exchange centralisé qui avait un peu cette volonté d'apporter ce qu'il y avait sur la finance traditionnelle, mais dans un vrai exchange, c'était une version un peu supérieure à tout ce qu'on avait auparavant. Et on va dire que cette mission-là, elle a été ratée avec l'échec de FTX, forcément. Et évidemment, ça a quand même laissé une espèce d'énorme trou pour développer cet équivalent-là, soit en plateforme centralisée, soit éventuellement en plateforme décentralisée. Et donc, c'est un peu l'idée de départ de Jeff. Je ne vais pas prononcer son nom exact, mais voilà, c'est Jeff de Hyperliquid sur Twitter. Donc, le gars qui a fondé Hyperliquid. Et il s'est dit, bon, moi, j'ai envie de construire une plateforme d'échange décentralisée où on aurait donc les carnets d'ordre on-chain. Enfin voilà, en fait, l'idée, c'est d'apporter la finance, mais sur une infrastructure qui est une blockchain, donc qui apporte de la transparence, de la rapidité d'exécution, qui permet à tous de pouvoir utiliser sans forcément avoir besoin d'avoir des KYC, donc c'est permissionless, etc. Enfin, voilà. Bon, toute l'idée, c'était ça. Et donc lui, quand il a voulu lancer Hyperliquid, il s'est dit, première chose, je vais regarder un petit peu quelles sont les blockchains qu'il y a à disposition. Il a regardé un petit peu ce qu'il y avait. Il y avait du Solana, il y avait du Ethereum forcément, etc. Et il s'est vite rendu compte que s'il voulait vraiment faire un DEX, donc un échange décentralisé qui était performant, qui pouvait aller entrer en compétition avec des Binance, avec des Coinbase, etc., il avait besoin d'une blockchain qui était plus performante que ça et qui était presque limite adaptée finalement aux exigences d'une telle plateforme. Donc il s'est dit, vu que je ne trouve pas mon bonheur quelque part, je vais le construire moi-même. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à un petit peu, comme tu l'as bien dit en introduction, oublier d'Hyperliquid, c'est qu'au-delà de cette plateforme de trading, Hyperliquid, c'est aussi une blockchain qui a été conçue par l'équipe en disant non, on va la construire sur mesure pour accueillir notre DEX. Donc on en reparlera tout à l'heure si tu veux. D'un point de vue tech, il n'y a pas des 1000 choses à raconter dessus. C'est pas non plus ultra intéressant de se focaliser sur cette blockchain-là, mais voilà, on va dire qu'ils ont utilisé il me semble, si je ne me trompe pas, une partie du SDK de Cosmos, donc comme beaucoup de réseaux. Enfin bref, voilà. Donc ils ont développé leur chain qui est très rapide, très faible latence, au niveau de capacité en termes de transactions par seconde, les frais sont faibles, etc. C'est ça, c'est de lancer une blockchain dédiée vraiment pour le trading à haute fréquence. Hein, c'est ça l'objectif. Alors c'est intéressant. Moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus sur ces blockchains, on va dire spécialisées. Par rapport à des blockchains plus générales. C'est assez nouveau, ça de faire, par exemple, une blockchain comme Immutable pour le gaming, tu vois. Alors qu'avant, on faisait plutôt des blockchains plus générales sur lesquelles on pouvait build un peu tout et n'importe quoi. C'est comme modulaire et monolithique, tu vois. Pareil, c'est deux méta, entre guillemets. Vous, c'est quoi votre position là-dessus je ne sais pas si vous avez réfléchi à la question, mais c'est intéressant. Vas-y, Lilian. Alors moi, je vais parler pour le cas d'Hyperliquid. Hein. Certes, c'est une blockchain qui a été conçue pour un cas d'usage au départ, mais on va le voir justement tout au long de notre live. Elle va être étendue et utilisée à d'autres escients, notamment pour développer un écosystème d'applications décentralisées, pour faire de la DeFi. Donc, c'est oui et non en termes de... ça a été conçu initialement pour ça, mais voilà. En revanche,
moi, j'ai pas forcément d'avis sur AppChain ou pas. Je pense que Joe est plus calé que moi là-dessus, mais je vais faire une petite parenthèse. Le cas d'Hyperliquid, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as nommé par exemple ImmutableX, qui est pas loin d'être un échec, puisque je pense qu'ils ont quand même réussi à avoir des développeurs et des jeux qui viennent se plug dessus. Mais moi, ce que j'observe souvent avec les blockchains qui se disent, voilà, nous, on construit un réseau qui est adapté à tel ou tel cas d'usage et on focus là-dessus. On dit, voilà, on a une tech qui est ultra performante là à l'instant T, qui souvent, un an plus tard, est déjà dépassée par d'autres qui arrivent avec des techs plus avancés, malheureusement pour eux. Mais voilà, ils arrivent en disant, on a la meilleure tech, maintenant, venez build chez nous. Mais il n'y a pas de produit phare. Et en fait, ce qu'a fait Hyperliquid, c'est tout l'inverse. C'est, on a développé un produit phare, les gens sont venus, ils l'ont utilisé, il y a eu de l'adoption, il y a eu des gens qui en ont parlé, tout le monde l'a découvert avec l'airdrop et s'est dit, ah, c'est trop bien ce truc. Et puis à un moment donné, on s'est dit, ah, mais attendez, ils ne reposent pas sur Ethereum, ils ne reposent pas sur Solana, ils reposent sur leur propre réseau. Et donc, en fait, ils ont pris, on va dire, le chemin inverse. Ils n'ont pas fait la pub de leur tech en disant on est la plus rapide, on est la meilleure tech, etc. En fait, ils l'ont fait par le biais de leurs produits phares. Le protocole, c'est un peu le POC de la chaîne, quoi. C'est la preuve, on a un produit qui tourne bien et qui affiche des métriques intéressantes. Joe? Ouais, moi je suis plutôt pour tout ce qui est purpose-built, donc vraiment les blockchains qui sont faites pour un cas d'usage ou qui ont même leur propre application. Pour moi, Hyperliquid, c'est vraiment le moment pivot où on se rend compte que c'est pertinent, ça trouve tout de suite son PMF. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tellement de blockchains généralistes qu'on ne sait plus quoi en faire. Et généralement, on trouve toujours les mêmes choses, les mêmes forks. Et je trouve ça vraiment pertinent. On le voit aussi avec Converge, qui fait du coup un layer 2. Et je pense qu'on en verra de plus en plus. Moi, je pense qu'on est en train de se diriger vers un monde plutôt AppChain. Et je pense que Cosmos était peut-être un peu trop en avance. J'allais te dire, je pense que ce sera l'occasion d'un autre live, un autre jour, ou d'une autre discussion. Mais je sais qu'en ce moment, tu es en train de t'intéresser de plus en plus à ça, au côté la Fat App Thesis, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu un juste milieu entre ces deux thèses qui se situent dans les AppChain finalement, où tu as à la fois l'app et tu as à la fois la chain en dessous, et donc finalement tu as un peu le beurre et l'argent du beurre, je sais pas. Bien sûr. Une réflexion comme ça qui me vient. Bien sûr, mais le problème c'est que moi j'ai du mal à avoir une Fat App Thesis qu'avec des L1, tu vois. Je pense qu'il y aura beaucoup de L1, je pense qu'il y en aura par contre de moins en moins, parce que les Layer 2, ils offrent quand même beaucoup de choses. Tu vois, on le voit avec Plume par rapport à Converge. Converge, ils ont 100 millisecondes de block time, je trouve ça hallucinant. Ouais. Et avec un L1, avec ta sécurité économique et tout ça, en fait, tu as juste un premium actuellement à faire un L1, parce que les gens ils vont investir dessus, les gens trouvent ça safe, mais je pense pas que ce soit pérenne. Du coup, pour moi, c'est vrai que je verrais plus un truc sur des Layer 2 ou des applications. Donc, AppChain, c'est ça, c'est une blockchain qui est dédiée à la base à une application. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans votre analyse, notamment par l'exemple d'Hyperliquid, alors on va rentrer dans le détail évidemment, c'est de se dire qu'autant ça peut commencer sur la base d'un secteur, donc DeFi, GameFi, etc. Mais après, derrière, le fait que ce soit permissionless fait qu'en vérité, ensuite, les utilisateurs vont s'emparer de la blockchain et décider de faire ce qu'ils veulent. Tu vois. Le but, c'est pas non plus de se fermer comme un Hedera où en fait on lance une blockchain, mais par contre pour build dessus, il faut d'abord demander truc et tout. Donc je pense qu'il est là le compromis, je pense. C'est faire une blockchain avec une infrastructure dédiée ou en tout cas adaptée à un secteur. Mais bon, je pense que les spécificités d'Hyperliquid, on va le voir. Le fait que ce soit pas cher, très scalable, etc. Bon, en vérité, ça peut être utile, on verra tout à l'heure, notamment au gaming, où aussi on a besoin d'une très faible latence, etc. Donc bon, mais ok, très cool. Alors, Hyperliquid, on en a entendu parler, on va dire médiatiquement, évidemment, à l'occasion du airdrop, puisqu'ils ont mis en place un programme, je crois, de 6 mois, dans lequel, en fonction de tes référals, de tes trades, etc., tu accumulais des points. Et puis, à la fin, tu pouvais être éligible à un airdrop et qui est, je crois, le plus gros airdrop crypto de tous les temps avec, je crois, plus de 7 ou 8 milliards au moment du airdrop. Et après, je ne vous parle même pas quand l'hype a explosé. Je crois que ça a donné une paper value même encore plus importante. En termes de pratique, ça nous dit quelque chose sur le principe marketing du airdrop. On avait le sentiment que c'était un peu terminé parce que tout le monde parlait que de meme coin et tout ça. Et puis, c'est comme si qu'ils avaient relancé un peu les airdrops. À noter que les précédents, c'était pour beaucoup très mal passé, avec des grosses déceptions, des problèmes d'attaque civile, etc. Et
le airdrop d'Hyperliquid, j'ai le sentiment, moi j'ai pas participé, donc voilà, je le commente, mais sans avoir été concerné, mais j'ai le sentiment de la vie un peu générale il a coché toutes les cases, quoi. Le montant, la distribution. Donc, pour le coup, au niveau marketing, ça a été une vraie réussite. Je crois savoir, Lilian, que toi, tu y as participé. Joe, tu nous diras. Mais est-ce que vous partagez ce constat Oui, forcément. En fait, ce qui me fait rire, c'est que effectivement, quand tu dis que j'y ai participé et que je l'ai reçu, forcément, je suis un peu biaisé. Non, mais tu aurais pu être là parce que tu aurais pu être dégoûté. Enfin, ça veut rien dire. Justement. Par exemple, si tu avais participé au airdrop de Starknet et à la fin, tu n'avais pas le minimum du solde nécessaire et tu arrives à zéro, voilà. Tu aurais pu aujourd'hui nous dire que tu es dégoûté. Donc non, le fait que tu as participé ne fait pas que tu es biaisé. Non, effectivement. Alors, tu vois, c'est marrant parce que j'ai été exactement dans ce cas-là avec Starknet, malgré que j'ai été parmi les utilisateurs qui avaient le plus de volume sur la chain. Enfin, j'étais dans les top 1% de tous les checkers d'airdrop et je ne l'ai pas eu parce que je n'avais pas assez d'Ether sur mon seul à ce moment-là. Donc, forcément, ça te laisse quand même un petit peu dégoûté. Après, bon, voilà, il faut dissocier l'airdrop de la tech. Ça n'empêche pas que la tech est intéressante et ainsi de suite. Mais effectivement, si on parle purement d'un airdrop, on avait fait les stats là pour le rapport de fin d'année avec Pasher et Cryptomage. Ils avaient étudié ça et je crois qu'en fait, on est bon, là, en fait, ça doit être même encore pire aujourd'hui puisqu'on était fin décembre quand on l'avait fait. Mais je pense qu'il y a la quasi-totalité des airdrops sont à moins 70, moins 90% peut-être de leur TGE en termes de prix actuellement. Donc, c'est pas forcément une réussite les airdrops récemment. Et pour moi, la raison principale, c'est qu'effectivement, on est rentré dans un schéma de farming qui est trop intense. On sait à peu près à quoi s'attendre. On connaît à peu près les conditions d'éligibilité un peu avant, donc on peut essayer de les contourner. Alors certes, il y a eu, comme on en parlait, Starknet qui a mis en place quelques petites nouveautés qui ont fait que certains comme moi se sont fait eject. Mais voilà, on est rentré dans un truc de farming où en fait les gens, ils attendent de recevoir leur récompense, ils dumpent, ils passent à la suite, etc. Et donc, il y a un peu ce truc qu'il faut calculer, c'est on va dire, l'incentive pour qu'un projet puisse ramener des gens, ça va être combien va leur coûter le dollar de liquidité qui va être ramené sur leur projet. Et il faudrait même ajouter un troisième paramètre qui est la durabilité de cette liquidité, c'est-à-dire combien de temps les gens restent. Et en fait, ça, là, on est tombé dans des ratios des plus bas jamais connus avant parce qu'en fait, les gens vraiment sautent d'un projet à un autre. Il n'y a plus de capacité à conserver vraiment l'utilisateur sur le long terme. Et ouais, Hyperliquid, ils ont réussi à faire ça, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs, même après l'airdrop. Il n'y a pas de campagne aujourd'hui de points ou quoi que ce soit qui peut laisser penser qu'il y a un deuxième airdrop, donc c'est de l'adoption plutôt organique, on va dire. Le succès de l'airdrop, je pense qu'il est sur le fait qu'il y avait très peu d'utilisateurs éligibles, 90 000 à peu près, 94 000 si je ne dis pas de bêtises. Ils ont distribué quasiment 1 milliard de dollars au lancement. Donc, ça fait une grosse allocation par personne. Si tu fais le calcul, je crois que l'allocation minimum, elle était de l'ordre quand même de plus de 1 000 dollars. Si je ne dis pas de bêtises, 3 000 dollars, il me semble, l'allocation minimum. Donc, c'est quand même sympa. Et le truc a fait x10 derrière. Donc, forcément, pour tout le monde, c'était un des plus gros airdrops. Et puis, bon, voilà, il faut le dire aussi, ils ont alloué une part significative de l'airdrop à la communauté. Et il en reste encore 39% à distribuer. Donc, en fait, ce que je voulais expliquer par là, et je prends un peu de temps, je suis désolé, c'était le contexte d'un côté, tous les projets en fait qui ont du mal à récompenser leur communauté et qui distribuent beaucoup trop de parts de leur token à leur équipe, à la fondation, à leurs cousins, à leurs tantes et aux investisseurs VC. Tout ça en fait, ça fait que l'utilisateur final, il n'y a plus grand chose et il n'est pas forcément très satisfait des tokenomics. Et donc d'un autre côté, on a un Hyperliquid qui dit nous on distribue tout à la communauté. Il n'y a pas de VC, il n'y a pas d'insider, il n'y a rien. Et donc, en fait, tellement ils sont allés à contre-courant du reste que je pense que ça a aidé encore plus leur succès. Donc voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je voulais dire, mais c'est bien. Il y a un peu tous ces éléments-là qui viennent ensemble. Joe, toi, tu as participé, tu as kiffé, tu as des choses à redire sur le airdrop ou est-ce que là aussi, tu rejoins un peu l'enthousiasme collectif Alors, non, j'ai pas participé, je suis pas un trader et c'est pas un truc. Voilà. Mais je suis totalement d'accord avec Lilian. Je pense j'avais vu une étude, j'ai plus le papier sous la main, mais j'avais vu une étude qui disait que 95 à 99%
des montants d'airdrop étaient juste balancés sur le marché et qu'il n'y avait aucun staking, aucune vraiment volonté de participer, tu vois, que ce soit la gouvernance, parce que de base, c'est quand même un minimum la gouvernance. Et après, tu as des trucs un peu différents. Il y a Royco qui fait un truc sympa sur les incentives où tu vas vraiment payer la liquidité que tu vas apporter. Et je trouve ça assez intéressant. Mais je suis content de ce qu'a fait Hyperliquid. Après, je ne sais pas à quel point ça va relancer les airdrops dans une ère. C'est assez compliqué. Surtout qu'ils étaient bien positionnés, comme l'a dit Lilian. Ils n'avaient pas vraiment levé. Ils avaient beaucoup de tokens à dispo. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu n'as pas beaucoup de tokens à dispo et que tu n'as pas un protocole qui va vraiment prendre en valeur, ça ne vaut pas le coup de faire un airdrop. En fait, c'est juste décevant, ça apporte rien et ça te fait briller pendant 2 semaines, quoi. Ouais, en fait, quand Là, on le voit avec Zora. Pardon, excuse-moi. Non, J'allais non, te dire, on le voit avec Zora. L'airdrop devrait probablement tomber dans les prochains jours. Il y a eu un checker qui est apparu, qui n'est pas un checker officiel, mais comme souvent, c'est quasi les bons montants qui sont affichés dessus. Et en fait, Zora, c'était un truc où tu as des gens qui ont farm pendant plus de 1 an, 2 ans, à Ça fait acheter des partie. petits NFT qui sortaient par-ci par-là, à 2 $ le NFT. En fait, petit à petit, tu ne te rends pas compte à quel point ça grignote ton wallet, parce que tu dis, bon, c'est 2 $, c'est pas grave. Ouais. Mais évidemment, les validateurs se sont gavés avec tout ça. J'avais plus le chiffre en tête, mais je l'avais vu à un moment donné, les revenus sur Zora pour minter des NFT qui n'avaient aucun intérêt, si ce n'est donner aux gens l'idée qu'ils étaient en train de farmer quelque chose, c'est immense. Et donc là, sur cet airdrop, en fait, qu'est-ce qui s'est passé sur le checker? Tu vois que tout le monde a des allocations ridicules. Et j'ai vu que c'est Pasher qui l'a partagé. Et merci à lui, encore une fois, de montrer autant de transparence dans ça. Il a expliqué que, en fait, tous les gros KOL, en fait, Zora a flag tous les wallets des gros KOL et il leur a boosté leur allocation. Pourquoi? Parce que si ton KOL il a une énorme allocation, il va pas trop dire ah, Zora c'est nul. Enfin, voilà, ils ont essayé en fait les brosser dans le sens du poil. Par contre, tous les autres wallets des no-name comme vous et moi qui avez farmé Zora sans forcément en parler, on a une allocation qui est toute pourrie. Et donc ça aussi, voilà, il y a quand même ce truc de l'airdrop, c'est devenu une stratégie marketing et les projets le savent. Et souvent, ils essaient de la détourner. Il faut vraiment se dire que on ne sait pas vraiment tout dans ce qui se passe sur les airdrops. Je sais qu'il y avait eu des débats sur tout un tas d'airdrops par le passé. Et c'est aussi pour ça que la simplicité d'Hyperliquid, elle a marché et que je pense quand même qu'il y a d'autres projets qui vont essayer de suivre cette tendance-là en disant, en fait, on va revenir au basique. On va arrêter de mettre des critères dans tous les sens, des tiers 1, tiers 2, tiers dev, tiers machin, etc. On va faire un truc simple. C'est tout le monde sur le même pied d'égalité. C'est vous avez farmé, vous n'avez pas farmé, peu importe. Un système de points, même s'il est déguisé, caché ou pas, c'est le meilleur schéma. Et voilà, je sais pas si, je crois que par exemple Ethereal sur Ethena, donc le DEX Perp est en train d'essayer de faire un truc similaire. Je sais pas s'ils vont y arriver. Je sais pas s'ils ont levé des fonds par exemple ou s'ils vont utiliser les fonds d'Ethena pour ce dev et donc pouvoir distribuer une grosse alloc à la commu et pas à des VC, ce qui serait smart de leur part. Mais voilà, je pense quand même que ça a permis de changer un peu les choses. D'ailleurs, j'y pense, mais on pourrait parler aussi de FReal par rapport à Hyperliquid, parce que c'est quand même un potentiel concurrent à venir, tu vois. Alors, on en Et ça parle pourrait être après. intéressant. Ouais. Ouais. C'est intéressant parce que dans les commentaires, on m'a déjà demandé est-ce qu'on va parler de la concurrence avec DYDX. Évidemment qu'on va parler du marché des échanges décentralisés, a fortiori sur des contrats perpétuels. Et s'il y en a d'autres que je ne connais pas, là en l'occurrence celui que tu viens de mentionner, on pourra évidemment en parler. Alors si on revient un peu sur la chronologie, donc la clôture de l'inscription Genesis, c'était le 11 novembre. Et puis donc le airdrop, c'est le 29 novembre dernier avec 310 millions de hype. Donc c'est plus de 30% de l'offre quand même. Et il y a plus de 90 000 utilisateurs qui sont éligibles pour les montants qu'on a évoqués ensemble, entre 7 et 8 milliards, je crois, au moment du largage. Et donc, voilà, pas d'allocation pour les VC, les exchanges et tout. Donc ça, voilà, c'est vraiment community first. Donc ça a aidé évidemment la réputation de l'écosystème, bien sûr. Et puis, on a eu le prix, bien sûr, puisque le prix initial, je crois, est à 3,90 et en 48 heures, il monte à près de 10 $. Donc voilà, donc déjà de base, le airdrop est juteux. Et en plus, le token prend de la valeur après le largage, ce qui est quand même assez nouveau. En général, dès qu'il y a le airdrop, le token s'effondre, c'est normal, les gens vendent. Et là, non.
Donc là, on en revient sur les mécaniques que vous avez évoquées juste avant et qui montrent que le airdrop a été réussi. Et ça, c'est la première grosse milestone, entre guillemets, de l'écosystème. Après, peut-être le lancement du contrat ZRO USD qui permet d'avoir le carnet d'ordre on-chain, mais ça, on y reviendra peut-être. Et on a le mainnet, et là, on en arrive sur le côté plus écosystémique et moins produit, de Hyper-EVM, qui est donc un EVM natif, lancé, et qui permet le développement de smart contracts, pour faire simple. Et ça, c'est le 18 février 2025. Voilà, ça, c'est les grandes dates, entre guillemets, de l'écosystème, sans compter le hack qui a fait beaucoup parler et tout. Mais bon, on en a déjà parlé dans une autre émission, donc voilà, on ne va pas s'attarder là-dessus. J'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent à regarder l'émission qu'on a dédiée avec Joe d'ailleurs et Lilian sur justement ce hack qui a eu lieu il y a quelques semaines. Donc, Joe, d'abord, tu voulais partager, voilà, ça m'intéresse, les datas, les spécificités et peut-être quelques métriques. Alors qu'on rappelle, le mainnet a quelques mois seulement. Joe, si tu veux, pour commencer. Lilian voulait peut-être parler de la tech d'abord, présenter un peu Hyper-EVM, et puis moi, je présenterai la data. Allez, ça peut-être pas mal. C'est très bien. Ouais, ça me paraissait juste important, parce que du coup, on est passé de Hyperliquid et les métriques l'airdrop etc. à tout de suite à Hyper-EVM, mais c'est important du coup de comprendre un peu ce que c'est. Bon, j'avais fait un petit design, mais bon, il vaut ce qu'il vaut sur l'article de la thèse, mais bon, en vrai, il est basique, donc je pense que à l'oral, ça suffira. Non, mais je pense qu'à l'oral, ça suffira. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc Hyperliquid, comme je le disais, est développé sur une blockchain de layer 1 qui a son propre consensus. Donc HyperBFT, voilà, ça parlera à certains qui sont fans de Cosmos et on retrouve un peu des éléments de Cosmos. Mais bref, c'est une blockchain de layer 1 sur laquelle vous avez les validateurs, les 16 et bientôt 17, je crois, validateurs de Hyperliquid qui participent au consensus de la chain. Et donc, par-dessus ça, il y a, si vous voulez, 2 couches supplémentaires. Il y a d'un côté Hypercore et de l'autre côté Hyper-EVM. Hypercore, en fait, si tu veux, c'est le réseau, la couche d'exécution qui permet de faire fonctionner la plateforme que vous connaissez, le DEX, etc. Donc, c'est un réseau spécifique qui est plug sur Hyperliquid, la blockchain, et qui permet de faire tourner le carnet d'ordre on-chain, le marché spot, les vaults avec le Hyperliquidator Vault, je crois que ça s'appelle comme ça. Bref, la gouvernance, le staking, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est sur l'Hypercore. Et il y a une deuxième couche qui est aussi au-dessus d'Hyperliquid, qui est aussi une couche d'exécution, qui s'appelle Hyper-EVM. Et cette couche-là, en fait, si tu veux, c'est marrant parce que je ne sais pas vraiment comment la décrire. C'est un peu une layer 2 d'Hyperliquid et une sidechain de Ethereum. Enfin, je ne sais pas vraiment comment même on pourrait la décrire, mais si tu veux, c'est une couche d'exécution qui est compatible avec l'Ethereum Virtual Machine, qui repose sur Hyperliquid et qui est faite pour accueillir des smart contracts, du coup, des applications décentralisées, etc. Donc voilà, il faut bien comprendre que si tu résumes, tu as Hyperliquid en dessous, la chain dont on parlait tout à l'heure, tu as l'Hypercore qui permet de supporter le DEX, tu as Hyper-EVM qui permet de supporter tout un tas de trucs, peu importe ce que tu voudras derrière. Et le petit élément supplémentaire, parce que théoriquement, ils ont l'air d'être un peu séparés, ces deux couches, Hypercore et Hyper-EVM, elles sont reliées par une couche de tokenisation qui est Hyperunit. Voilà, je précise ça. Hyperunit n'est pas un produit natif de l'équipe Hyperliquid, c'est développé par une autre équipe. Donc, ça permet de tokeniser des actifs sur Hyperliquid. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir à la fois sur le marché spot de la plateforme de trading, on peut avoir du BTC, de l'ETH, bientôt du SOL et d'autres actifs. Et on peut les transférer directement sur Hyper-EVM. Et ils sont aussi disponibles. Je peux aller déposer du BTC en collatéral dans une application, etc. Enfin, voilà. Cette couche de tokenisation, elle permet d'avoir des actifs natifs, sur le réseau Hyperliquid et partagés entre les deux couches différentes. Donc voilà, c'est comme ça, vous avez une vue d'ensemble. Je ne sais pas si c'est clair, si tu veux que je précise des points. Mais c'était important, je pense, pour comprendre. Si on parle de la tech de la blockchain, on doit parler bien sûr des mécanismes de consensus aussi. Donc, il y a donc des validateurs.
qui pour l'instant sont assez peu nombreux et assez centralisés. Et puis après, c'est du proof of stake, ou est-ce que c'est un type de proof of stake un peu différent? Alors, toi, tu parles de Hyperliquid, hein, on est d'accord? Ouais. Ouais. Ah non, je parle je parle de la Ouais, blockchain. ou de la Ouais. blockchain, ouais. Donc du coup, effectivement, tu as 16 validateurs, bientôt 17, je crois qu'ils ont ouvert enfin un nouveau validateur et que ça devrait venir maintenant avec des nouveaux validateurs. C'est un schéma de proof of stake où tu peux déléguer donc tes tokens à des validateurs pour participer au consensus. Donc bon, effectivement, il y a un sujet de centralisation pour le moment puisque le nombre de validateurs n'est pas encore très élevé. Mais du coup, comme je le dis, c'est en train d'être ouvert. Et après, pour le reste des informations, si tu veux, voilà, je l'ai sous les yeux, mais je ne sais pas si ça va vous parler. Le mécanisme de consensus, comme je disais, c'est HyperBFT. Donc, c'est les fameux algorithmes Byzantine Fault Tolerant, voilà, encore une fois, qu'on retrouve notamment chez Cosmos. Et pour les statistiques, du coup, je les ai sous les yeux là. On est sur du 2 millions de transactions par seconde. Et actuellement, bon, ça c'est la théorie, actuellement on est plutôt sur de l'ordre de 100 000 ordres par seconde pour Hypercore, donc la chain qui permet de supporter, enfin, le réseau qui permet de supporter le DEX Hyperliquid, c'est du 200 000 transactions par seconde et un block time de 0,07 secondes, donc c'est quand même pas mal. Et puis pour HyperEVM, là on est encore en train d'expérimenter, donc c'est théoriquement les mêmes capacités. Mais effectivement, on n'a pas encore pu aller les pousser à bout, puisque comme on va le voir justement avec les datas que va présenter Joe, on n'est pas encore sur une adoption qui est non plus démesurée. Ouais, si je peux juste préciser que du coup, l'HyperBFT, c'est un dérivé de Hot Stuff. J'aime bien le rappeler parce que franchement, c'est un truc qu'on voit partout, qui est super performant, Ouais. qui a donné naissance à Monad, à plein d'autres techs. Et voilà, j'aime bien rappeler ça, que voilà. Ça vient d'Aptos d'ailleurs, de base. Et c'est partout. Oui, c'est Libra BFT, pardon, qui Voilà. vient pas de. Ouais, tout à fait. Ouais, de base. Très clair. Merci. OK. Et donc maintenant qu'on a un petit point sur le stack de tech, on va dire, on va parler un peu des métriques depuis le lancement, justement. Mhm. TVL, TPS, peut-être nombre de wallets. Je sais pas si tu peux nous partager. Ouais, je te partage un petit peu l'écran. Allez, let's Est-ce go. que tu vois là? Ouais. Maintenant, oui. C'est Et ben, bon? là, c'est parfait. Alors non, là c'est noir. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors attends, je vais Voilà, partager. là c'est nickel. Là, c'est nickel? Ouais. OK, donc là, en fait, on voit du coup la TVL augmenter sur HyperEVM. Faut savoir qu'il y a une grosse partie qui est quand même, liée à Felix, qui est du coup un protocole de lending. On va d'ailleurs les recevoir, ce soir. Donc, voilà, je vais faire une petite interview avec eux et après c'est quand même en hausse, mais il y a une autre data que j'aime bien voir parce que la TVL ne donne pas tout. Comme il y a un peu de farming dû à, à l'airdrop qui est anticipé. J'ai une autre data, celle-là. Tu me dis quand tu vois? Ouais, c'est bon, vas-y. Voilà, donc ça, c'est l'Explorer direct. Franchement, ils font un taf super, hein, en termes de data, moi, je suis régalé. On voit qu'en termes d'utilisateurs, on est sur du 5000. En termes de transactions, on est sur du 280 à 150 000. C'est pas énorme en soi, c'est vraiment très peu utilisé, en tout cas par rapport à des concurrents EVM qui sont plutôt, qui sont aussi connus, parce que quand même, c'est pas n'importe quel EVM, c'est un Hyperliquid. Et en termes de TPS, on est sur du 2 TPS. C'est pour dire qu'il y a quand même très peu de transactions, que c'est pas en croissance phénoménale et qu'il y a quand même je pense que la TVL qui augmente et des transactions qui sont assez stables, voire en descente, ça prouve que pour le moment, c'est beaucoup de farming et j'ai pas, voilà, on en parlera avec les clients. Moi, j'ai pas beaucoup d'attentes sur l'IVM. J'adore Hyperliquid en tant que L1 sur leurs produits. Sur l'IVM, j'ai beaucoup moins d'attentes que certaines personnes et j'attends de voir une vraie adoption. Et je crois qu'il y a très peu d'applications pour le moment. Mais peut-être que Lilian en saura plus que moi là-dessus. Par rapport au nombre d'applications, ouais, en fait, il y en a. Alors, pour mettre un tout petit peu de contexte sur ça, il faut savoir que HyperEVM, comme tu l'as dit, Jérém, ça a été lancé 18 février, si je dis pas de bêtises. Et ça a été un petit peu le premier coup de flop, entre guillemets, de l'équipe Hyperliquid, où on s'est dit, ah, tiens, étonnant comment ils agissent. Avec du recul, on s'est dit, bon, c'était peut-être une bonne décision, etc. Mais en fait, ils l'ont annoncé sans prévenir qui que ce soit. Ils ont lancé le mainnet de l'HyperEVM et les devs
les gens qui construisaient déjà des apps dessus, qui étaient en testnet et tout, ils n'étaient pas au courant. Donc là, c'est vraiment du jour au lendemain, on te dit les gars, vous êtes sur mainnet, donc là, il va falloir réagir. Donc c'était un peu pour mettre tous les devs sur le même pied d'égalité, qu'on ne se dise pas qu'il y a des insiders qui puissent avoir lancé leur application avant les autres parce qu'ils savaient que c'était la date et donc ils agrègent les liquidités parce qu'ils ont le first mover advantage et tout. Donc c'était un peu honnête dès le départ de la part d'Hyperliquid de faire ça, mais mine de rien, ça a quand même eu un impact, c'est que tu as plein de projets là aujourd'hui qui ne sont pas encore déployés sur mainnet parce que ils n'ont pas eu le temps de se retourner, quoi. Et donc, nécessairement, voilà, tu as des gros projets qu'on attend beaucoup, sur lesquels on ne peut pas placer de fonds. Il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas toutes leurs fonctionnalités développées, donc tu n'as pas accès à tout ce que tu as envie d'avoir. Et puis en plus, même les produits qui sont déjà lancés, ils ont des limites. Typiquement, moi, l'application de lending que je regarde le plus sur HyperVM, c'est Hyperlend. Hyperlend, ils ont capé tous les dépôts sur tous les actifs et ils augmentent petit à petit parce que normal, ils ne sont pas prêts en fait à voir arriver peut-être des dizaines de millions de dollars du jour au lendemain. Donc ils sont obligés de caper et de monter petit à petit. Mais en fait, je peux vous dire que le nombre de gens que je vois sur Twitter qui se plaignent de ça, qui disent non, on veut aussi mettre des thunes là-dedans, en fait non, tu peux pas. Donc il y a une demande. Ça, c'est certain, mais il y a aussi d'un autre côté les équipes qui ont du mal à assumer la demande parce que, en fait, voilà, ils ont été un peu pris de court par l'équipe d'Hyperliquid. Et puis, ouais, donc en termes d'applications, tu en as, allez, on va dire une petite dizaine d'applications assez sérieuses avec lesquelles tu peux jouer et pour lesquelles toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles et où, comme je te le disais, certaines fois, tu ne peux pas y accéder parce que c'est capé. Donc, c'est vrai qu'on joue quand même dans un écosystème qui est encore un peu restreint, quoi. Le bac à sable, il n'est pas immense. Bon, il est récent, hein, il faut le rappeler. Maintenant, en termes d'interopérabilité, est-ce qu'il y a des bridges? Est-ce qu'ils sont intégrés à Axelar, à Layer 0? Comment est-ce que demain, ils vont être capables justement d'interagir avec d'autres écosystèmes? Tu disais qu'ils étaient fondés notamment en partie sur le modèle de Cosmos. On sait qu'il y a des problèmes d'interopérabilité, notamment là-dessus. Est-ce que vous avez connaissance, vous, de projets cross-chain sur la chaîne ou de leur positionnement par rapport à ça? Ouais. Oui, écoute, si tu veux que je réponde à ça, en fait, oui, tu as Hypercore, comme je te disais tout à l'heure, qui permet de transférer des actifs, donc ETH, BTC, bientôt Sol, sur Hyperliquid, sur la chain. Et donc, soit tu utilises direct leur truc et ça te fait un bridge. Bon, c'est un peu archaïque, mais ça va vite. Et moi, j'aime bien l'expérience. Ça me rappelle un peu Bitcoin. Tu envoies des fonds sur une adresse et tu les réceptionnes dans la foulée. Et en fait, Hypercore a été intégré, par exemple, par Layer 0. Ce qui fait que si tu vas sur Layer 0 et que tu bridges tes actifs, tu peux, en fait, en sous-jacent, tu utilises Hypercore, mais voilà. Ensuite, tu as des bridges, le bridge s'appelle Debridge, avec le logo jaune là, c'est pas facile à dire, qui est aussi compatible avec Hyperliquid. Donc là-dessus, tu n'as pas vraiment de souci. Et puis donc voilà, en fait, finalement, c'est une chaîne comme une autre et c'est pas si compliqué que ça d'y accéder. Par contre, après, effectivement, étant donné qu'à chaque fois que tu bridges des actifs en utilisant Hypercore, tu as des actifs qui arrivent sur Hyperliquid. Et là, je parle du DEX. Et donc là, il y a un peu le truc de, parfois, j'ai encore reçu des messages ce matin de personnes qui me disaient Yo, j'ai transféré mes actifs sur Hyperliquid, mais je les ai plus, parce qu'ils sont perdus. Ah non, ils sont sur le DEX. Donc après, il faut que tu les transfères sur la chain. Donc il y a encore des trucs comme ça, tu vois, qui sont pas forcément très intuitifs parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Mais je pense qu'il y a un petit peu de travail à faire là-dessus, mais c'est pas choquant. Ouais, j'ai une petite question parce que du coup, tu connais mieux le sujet que moi. Est-ce que tu crois qu'ils ont, comme pour planning, une interopérabilité qui soit native entre les deux? Ou Entre vraiment quoi et quoi? entre les 2 blockchains justement, entre le core et l'EVM. Comme ça, tu cherches pas tes actifs, tu vois? Ils sont de toute façon disponibles. Ça va être compliqué, hein? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas parce que, en fait, déjà, c'est ultra smooth, tu vois, genre, enfin, quand moi je suis sur le DEX Hyperliquid et que j'ai mes hype, je clique sur Transfer to EVM, je valide, j'ouvre mon wallet, mon wallet sur mon navigateur et je le vois. Il est là, ils sont là mes hype. Pour les renvoyer, c'est le même schéma, ça se fait en un clic en fait, si tu veux. Ouais. Après, est-ce que tu pourrais théoriquement avoir un wallet qui voit les deux
et en fait, une espèce de couche d'abstraction qui fait que tu te rends pas compte, mais quand tu cliques sur, je sais pas, vendre ton hype sur Hyperliquid, mais même s'il est dans l'autre wallet, il y a la transaction qui se fait en intermédiaire et tu le vois pas. Ouais, ça peut être intéressant, mais en fait, pour moi, là, s'ils veulent faire ça, il faudrait qu'ils développent leur propre wallet, ou alors qu'ils utilisent un autre wallet que. En fait, tu peux pas t'intégrer dans tous les wallets comme ça, de cette manière-là, je pense. Ça doit pas être Après, il y a très facile à Pectra. faire. Peut-être qu'avec Pectra, ils peuvent, avec l'IOA maintenant. Ouais. Non, je pense que ça va venir avec les mises à jour comme ça. Mais en tout cas, bon, pour moi, je trouve que c'est pas un problème. Enfin, c'est même pas un problème du tout. En fait, je trouve que c'est déjà ultra facile de transférer entre le DEX et HyperEVM. Et en soi, ça me choque même pas dans le sens où tu dis, bon, bah, soit tu as ton argent sur le DEX pour faire du trading, soit tu l'as ailleurs. Mais ouais, je sais pas dans quelle direction ils iront. Est-ce qu'ils vont développer leur propre wallet? Est-ce qu'ils vont trouver une solution comme ça? Mais ce qui serait quand même une bonne idée dans tous les cas pour unifier vraiment l'écosystème. Après, moi, par expérience, j'ai un petit peu farmé Hyperliquid. Alors, c'est peut-être moi qui suis con, mais j'ai passé 1 heure à chercher comment justement ramener mon argent qui était sur HyperEVM vers le corps. Parce que je cherchais des bridges. Et les bridges, ils sont très, très peu utilisés. Alors, c'était il y a 2-3 semaines, peut-être que ça a évolué. Et je savais pas qu'on pouvait utiliser l'app directement. En fait, tu vois. Ouais. Et il a fallu que je cherche sur le Discord, que je fouille. Mm. Et apparemment, c'est un problème que beaucoup vivent. Ouais. Mais Ouais, ce que je te disais tout à l'heure, ce matin, j'ai vraiment reçu des messages et ça me choque pas. C'est vraiment. En fait, c'est pas logique, quoi. voilà, C'est pas logique dans notre logique qui, en soi, est jeune. Donc, c'est ça. pas un problème d'aller changer un peu les logiques. Mais nous qui sommes habitués à dire, bon, bah, si tu veux changer d'un réseau à un autre, tu as forcément besoin d'un bridge. Et ben là, non. En fait, tu vas passer par leur app. Et c'est aussi ça qui me fait dire que peut-être qu'un jour, et c'est une idée à soumettre à l'équipe, je pense qu'ils y ont déjà pensé, bien entendu, ce serait que, en fait, l'app devienne finalement le truc qui centralise. Et je pense que c'est ça leur idée derrière. Ça centralise le staking, la gouvernance, le DEX de trading, évidemment, et les apps, si tu veux, via une interface, en fait, qui vient en supplémentaire et qui te permet de faire du lending directement sur la tech de Hyperland, de faire du swapping directement sur la tech de Hyperswap, du liquidity providing dessus, etc. Mais qu'en fait, cette app, je pense que c'est ça leur idée, ça va devenir en fait la super app, le Binance. C'est de toute manière, c'est ça leur thèse. C'est le Binance, quoi. En fait, tu as tes fonds là et tu te rends pas compte, mais quand tu cliques là, en fait, ils partent sur l'HyperEVM, mais tu le vois pas parce que tu n'en as pas besoin. Enfin, tu n'as pas besoin de le savoir. Voilà toute l'idée, si tu veux. Mais bon, et d'ailleurs, ça nous fait une transition parfaite vers le rôle de la fondation. Parce que à un moment donné, l'objectif, c'est justement peut-être de documenter, d'expliquer, de présenter, d'attirer, de retenir. C'est là où la fondation l'a joué. Quelqu'un, l'un d'entre vous, peut-être Lilian, je ne sais pas, tu t'es un peu intéressé sur cette partie-là pour un développeur. Est-ce que sur place, il arrive à trouver de la doc? Est-ce qu'il y a, je sais pas, une plateforme sur laquelle tu peux trouver déjà toutes les DApp ou les contacts ou je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un système de grant qui a été mis en place pour attirer justement ou des hackathons, enfin ce qu'on peut trouver dans des blockchains peut-être un peu plus matures? Est-ce qu'il y a déjà une volonté ou une ambition de ce côté-là ou pour l'instant c'est on build et utiliser notre DEXPERP et on verra après pour la suite? Alors, franchement, peut-être que ça a changé parce que tu sais que tu as en ce moment Token 2049 qui est organisé. Je sais qu'ils ont des side events là-bas et qu'ils sont présents sur place. Donc peut-être que ça a changé un petit peu. Mais moi, de ce que je comprends, premièrement, il n'y a pas de grant, il n'y a pas de hackathon, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est vraiment, on a une tech. Ceux qui veulent construire dessus, venez. Encore une fois, les builders sont au même stade que nous, les utilisateurs, c'est-à-dire vous buildez. En tant que builder, peut-être que vous recevrez un airdrop si on fait une deuxième vague d'airdrop, sachant que, vous le savez, c'est écrit dans la documentation, il y a 39% encore des tokens qui sont dédiés à la communauté. Vous faites partie de la communauté en buildant, donc vous aurez cette récompense-là peut-être à un moment donné. Mais en tout cas, pour l'instant, publiquement, il n'y a rien. Après, j'ai discuté un petit peu avec certaines personnes qui buildent, notamment des francophones qui buildent des dApps sur Hyperliquid. Ils m'ont dit que l'équipe reste tout à fait accessible, qu'elle a organisé des trucs pour rencontrer les builders, pour faire des séminaires avec eux, pour les accompagner au maximum en privé. Mais je ne crois pas qu'il y a d'histoire de financement derrière, c'est plus de l'accompagnement.
Quant à la doc, elle est très claire, puisque moi, je l'avais énormément étudiée quand il a fallu comprendre ce qui s'était passé déjà quand je voulais écrire dessus, mais quand je voulais comprendre ce qui s'était passé avec l'affaire Jelly, la doc, elle est top pour les développeurs. Donc voilà, après, je pense que la fondation, elle laisse elle reste dans cette thématique-là on laisse les gens venir, vous faites ce que vous avez envie de faire et on vous promet rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'incentive, il n'y a pas d'insider quelque part qui va se gaver en développant une DApp dont personne n'a besoin. La DApp, elle est là si on en a besoin. Mais ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a quand même un airdrop potentiel latent qui est prévu dans les mois ou dans les années à venir, on n'en sait rien, mais ça peut être peut-être une incentive dissimulée, latente, qui peut attirer. Et en fait, c'est magnifique parce que ça arrive ou que ça n'arrive pas, dans tous les cas, les gens peut-être se disent j'y vais au cas où. Si ça se passe bien, j'ai un La airdrop. théorie, c'est que, en fait, avec ça, tu vas construire plus d'applications utiles parce que t'as pas des builders qui vont venir construire un truc tout pourri qui sert à rien juste pour attirer des gens et parce qu'ils savent qu'en fait, ils vont avoir une récompense derrière et tout. Donc, tu es censé théoriquement construire un écosystème plus Ça plus dépend. organique, mais Ça dépend, parce que si tu flèches pas la stratégie et que tu fais venir n'importe qui, il y a des mecs qui vont peut-être faire venir pour faire des apps, alors pas qui servent à rien, mais juste pour faire du trafic, du volume, etc. Après, c'est peut-être ce que recherche la blockchain. Hein. Alors que si tu décides de dire, nous, on aimerait bien, dans cet écosystème, pouvoir poser un peu les bases, tu sais, comme dans une ville, tu vois, il faut d'abord des services publics, et voilà ce dont on a besoin, et de auquel cas, on flèche un petit peu les financements, les besoins, etc. Mais là, on arrive peut-être dans une fondation qui dépasse son rôle. Je sais pas, c'est moi, je considère qu'une fondation qui te flèche, c'est bien, mais en même temps, il faut laisser libre cours au truc, dans le sens où, tu vois, moi, je suis à la fondation, je dis, il me faut absolument ça, 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 ça. On le build, on a dépensé de l'argent, le truc est là, il fait 0 de volume. Et par contre, sur la chaîne d'à côté, il y a un mec qui a développé un casino en ligne et il fait full volume. Je me dis, merde, j'aurais peut-être dû flécher un casino en ligne parce que quand même, ça fait du volume. Donc, c'est un peu l'idée. Je pense que l'idée d'Hyperliquid et de son équipe, c'est vraiment de dire, le moins on en fait, le mieux c'est. Et ça a montré ses limites 2 fois. Enfin, une fois vraiment et potentiellement une fois à l'avenir. La première fois, c'est l'affaire Jelly, tu vois. On n'a fait aucun hackathon, on n'a fait on a mis en place aucun bug bounty programme pour forcer des devs à venir essayer de nous hacker et trouver les failles. On n'a pas, enfin, tu vois. Et ça aussi, c'est problématique. C'est que là, pour le coup, la fondation, elle aurait pu mettre en place ce genre de truc-là pour améliorer la sécurité. Et c'est un peu la première fois où on s'est dit, bon les gars, ok, vous êtes forts, ok, vous avez fait un truc très stylé, mais là, vous reposez un petit peu trop sur vos lauriers et vous dites un petit peu trop, non, on est trop fort, on n'a pas besoin de qui que ce soit. Bam, vous avez pris un peu votre premier coup derrière la nuque. Heureusement, ce n'était pas si grave. Mais donc, j'espère que ça va un peu les forcer à essayer de s'ouvrir quand même un tout petit peu plus et à attirer un petit peu plus de gens. Et l'autre truc que je voulais dire, c'est que, bon, je te dis, il n'y a pas forcément d'insider et ainsi de suite. On n'est jamais à l'abri que, tu vois, parmi les validateurs, tu as Hyper Collective. Hyper Collective, ils bossent avec une boîte de staking. Merde, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Pour développer Hyperfy, qui est un des principaux protocoles sur Hyper-VM. Qu'est-ce qui te dit pas que, étant donné qu'ils sont proches de l'équipe, ils savent qu'en développant, ils auront peut-être un airdrop de machin. Bon, voilà, ça malheureusement, tu n'es jamais à l'abri de tout ça, tu vois. Tu peux pas l'empêcher. On sait sur Solana et ailleurs, c'est pareil. Je veux dire, ça fait partie du jeu. Si tu veux faire venir les gens et des gens de compétences, effectivement, tu n'as pas de choix. Effectivement, non, mais c'est pas bien éthiquement, mais la réalité, c'est que ça s'est toujours fait partout pareil. D'ailleurs, en crypto et ailleurs. Donc bon. Par contre, ça m'intéresse, Joe, d'avoir ton avis justement sur et c'est intéressant cette discussion. On sort un peu d'Hyperliquid et ça nous amène sur des sujets intéressants. Le rôle d'une fondation blockchain, disons, est-ce qu'elle doit, selon toi, flécher ou en tout cas incentiver tel ou tel besoin sur la chaîne, ou est-ce qu'au contraire, on laisse la main invisible du marché et voilà, c'est intéressant comme discussion. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Joe ? Je pense qu'aujourd'hui, elle devrait avoir quand même un rôle actif dans son écosystème. Par contre, elle ne devrait pas donner des grants à tout le monde. On l'a vu ces dernières années, je trouve ça terrible. En fait, tu n'attires que les mauvais créateurs. En fait, ce qu'il faut, c'est cibler les bons créateurs et après, tu leur donnes des grants. Mais offrir des grants à tout le monde comme ça, tu as des apps qui ne ressemblent à rien, tu as des grifters, des gens qui vont juste choper le grant et se barrer. Et je pense que c'est un peu un équilibre, tu vois. Il faut être assez proactif pour quand même push ton écosystème. Comme je dis, moi, aujourd'hui, je favorise plus le contraire d'Ethereum, c'est-à-dire des L1 qui sont vraiment
actifs dans ce qu'ils veulent créer, surtout avec la compétition qu'on a aujourd'hui. Mais il faut quand même laisser aussi la liberté. Il y a voilà, un peu des deux, tu vois. Ton micro. Très clair. Ouais, non, mais ok. Bah, écoutez, pour le coup, moi, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai qu'il est important que la fondation laisse une certaine liberté, mais pour autant, tu sais, si on se dit, allez, dans un an, j'ai envie que sur ma blockchain, il y ait au moins un écosystème complet DeFi, au moins une solution de tout ce qu'on a besoin, au moins, je sais pas moi, une boîte d'audit qui connaît parfaitement l'écosystème et qui est dispo, un pool de développeurs, parce que quand un projet il arrive, il a besoin d'avoir des développeurs qui connaissent bien l'écosystème, un pool de marketeurs, tu sais, par exemple, ce que fait Super Team, tu vois, en agrégeant les différentes composantes de l'écosystème Solana. Alors, eux, en plus, ils le font de façon locale, mais on est à un autre niveau, tu vois. Mais je pense que ça, c'est hyper utile parce que lorsqu'un quelqu'un arrive, bah, il a besoin d'avoir une espèce de boîte à outils, tu vois. OK, il me faut un dev, il me faut un écosystème VC qui potentiellement peut financer les projets porteurs, des KOL de bonne qualité qui peuvent relayer, enfin, tu vois. Et ça, la fondation, alors c'est pas elle qui va aller chercher un par un les développeurs, tu vois, mais peut, je pense, mettre des moyens pour créer cet écosystème pour que les projets aient envie de venir, restent et optimisent leurs chances de réussite. Après, effectivement, on a, comme on disait, une blockchain comme ImmutableX. Son boulot, c'est de faire en sorte d'avoir un écosystème qui est adapté au développement du Web3 gaming et de la GameFi. Donc, c'est normal, tu vois, qu'elle mette les boîtes à outils. Mais ouais, le rôle de la fondation dans une blockchain, c'est vrai que souvent, c'est soit trop, soit pas assez. Et le juste milieu est parfois difficile à trouver. Mais en même temps, ils en payent les pots cassés. Hein. Par exemple, Multiversix, qui a été, ils ont créé les corps produits, ils ont vraiment été très impliqués dans le développement des besoins. À côté de ça, par contre, dans ce qui est d'attirer des développeurs, on a eu l'effet inverse. C'est-à-dire, comme la fondation faisait tout elle-même, il y a des gens, ils n'ont pas eu envie de venir parce qu'ils se sont dit, on va dépenser du temps, des ressources et tout, et finalement, on va apprendre 3 mois après que la fondation l'a fait elle-même. C'est des choses qu'on connaît de l'intérieur. Donc, il y a le trop et il y a le pas assez. Donc, c'est intéressant comme juste milieu à trouver. Après, si je peux rajouter, je pense que ça peut être vachement intéressant on le voit de plus en plus, que ce soit Hyperliquid avec son DEX, que ce soit Sui qui fabrique aussi un peu tout ce dont il a besoin, ou Converge qui va pareil lancer un DEX. Je pense que c'est quand même intéressant de venir avec un produit et pas juste avec une architecture, parce que voilà, faut un produit d'appel en fait. Faut un produit d'appel et Hyperliquid a parfaitement capté le truc. Mais et je pense que c'est un truc qu'on verra de plus en plus. Si on prend l'exemple de Multiversix, à l'époque Elrond, ils avaient lancé Maillard, le core wallet du produit. Ah oui. Il n'y a pas eu meilleur produit d'adoption. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, absolument, de poser les bases, tant pour démontrer la robustesse de l'écosystème, peut-être créer les premiers produits, je sais pas, le premier bridge, peut-être tu le fais toi-même, et voilà. Mais par contre, derrière, il faut attirer des gens pour qu'ils viennent build les autres briques, les autres piles de l'écosystème. Mais je ne dis pas que c'est un exercice facile, parce que souvent, tu as tendance à vouloir tout faire. D'ailleurs, la réponse de ces fondations, c'est fallait bien le faire parce que personne ne le faisait. Donc bon, c'est le problème. Il y a plein de… Pour moi, c'est ça le souci, en fait. Ouais. Le souci, il est de… en fait, pour moi, tu développes un écosystème, enfin, tu développes une infrastructure pour accueillir un écosystème de DApp. Si c'est toi qui dois développer tes propres DApp, déjà, ça montre un problème. C'est que tu n'arrives pas à attirer tes développeurs. Tu n'es pas assez attirant. Et la réponse, c'est pas on va le faire nous-mêmes et on va attirer les utilisateurs. Bah non. En fait, la réponse, et elle est dure à entendre, la réponse, c'est juste ton écosystème ne donne pas envie. Arrête. Tu vois, c'est triste à dire, mais si tu n'arrives pas à attirer les développeurs pour les faire venir chez toi, pour qu'ils buildent des apps intéressantes et que les utilisateurs suivent, ne le fais pas toi-même. Juste cut le truc et arrête, tu vois. C'est dommage parce qu'en fait, on est dans un écosystème, et là je parle de l'écosystème des cryptos au sens large, où personne n'a jamais arrêté son projet quand il a foiré. Et là, je parle des projets un peu tech, infra. Je parle pas d'un petit projet NFT ou d'un jeu vidéo où on a dit on cut les serveurs et c'est fini. Je parle d'un vrai truc où non, il n'y a jamais quelqu'un qui s'est dit ça y est, moi j'ai compris que là je suis dépassé, que ça vaut plus le coup, je ferme le truc, allez, rideau, c'est terminé. Non, et c'est dommage du coup. Et c'est pour ça que moi je suis plutôt partisan d'une stratégie où on dit voilà, vous pouvez build, venez build. Et si des gens le font, tant mieux. Et en plus, surtout, ce qui va en ressortir, ce sont des apps qui vont attirer des gens.
puisque voilà, les gens qui vont venir build, ils vont le faire pour attirer des gens. Et en fait, tu n'as pas besoin de leur dire, alors il me faudrait du lending, index et un machin, parce que qu'est-ce que tu vas faire quand tu es développeur et que tu te dis, je flaire un petit truc sur Hyperliquid, là, il y a un gros succès, il y a HyperEVM, qu'est-ce que je vais venir build? Je vais venir build un truc de name service parce que c'est facile à faire et qu'il y en a partout. Je vais venir build une plateforme de lending, index, un stablecoin, un CDP et machin. Et en fait, tu vas mettre les classiques, donc tu les auras, tes classiques. Il y aura forcément quelqu'un qui va venir le faire. Donc voilà. Joe? Ah non, clairement, très bien dit. Et je pense aussi que si on voit beaucoup d'infrastructures qui continuent malgré qu'elles sont fondamentalement mortes, c'est pas aussi parce que c'est des machines à print et que de toute façon, il y a de l'argent qui est déversé. Et j'avais écouté une interview qui était super intéressante sur la mort des blockchains. C'est assez complexe parce que tant qu'il y a des incentives, elles ne meurent pas. Et c'est vrai qu'on voit très peu de blockchains mourir. Mais j'espère qu'on en verra de plus en plus parce que je pense aussi que ça fait partie de l'euphorie, que les gens investissent de toute façon sur des trucs qui sont low cap par risque et que petit à petit, ça ira, ça tende vers zéro de toute façon. Non, mais là, c'est un mécanisme économique classique de destruction créatrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es obligé de mourir pour renaître. Et puis, si tout survit, rien n'émerge. Et en fait, à un moment, ou alors certains se contentent juste de vivoter à coup, comme tu le disais, d'argent, de tokens imprimés. Mais ça nous fait poser une autre question. On n'aura pas le temps de l'évoquer. C'est aussi la fin de l'émission pour les supply capés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver dans quelques années où pas mal de blockchains ont une supply capée, où l'émission va plus être possible. Et là, soit on revoit la tokenomics et on décide de passer sur une supply non capée, et là, c'est un changement de paradigme, ou alors, on essaie de générer des revenus pour continuer d'incentiver les staking providers, etc. Mais ça ne se décrète pas en 5 minutes. Donc ça, mais on pourra en reparler, parce que la mort des blockchains, c'est ça aussi. C'est comment passer à l'ère post-inflation. Et j'allais dire que ce sujet, il va même au-delà de la crypto. On pourrait en parler même dans l'économie réelle. Ah oui. Gros sujet. Bon, c'est gros sujet, on en reparlera. Mais revenons un peu à Hyperliquid, et on va peut-être finir par ça, mais on va prendre le temps de le faire. C'est justement pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer justement sur Hyperliquid, peut-être Lilian qui a vraiment bossé l'écosystème. Quelles sont les principales justement applications qui existent, que tu utilises, et peut-être des choses qui sont en train d'arriver, puisque par définition, un écosystème, tu ne peux jamais l'arrêter, puisque tu as toujours un nouveau truc qui vient de teaser et qui va sortir bientôt. Donc peut-être, Lilian, tu nous fais un petit panorama un petit peu. Ouais. Est-ce que je peux te partager mon écran ou pas? Bien sûr. Attends, je vais regarder ça. En attendant, je lis une réponse archétype Uniris. Je ne sais pas si vous vous souveniez de ça. Oui. Apparemment, ils ont mis fin à leur truc, du coup, la personne nous dit ça. Ça fait bizarre. Ah. Alors, tac. Est-ce que si je vous montre ça, ça marche? Je sais pas si ça marche. Je te l'ai partagé normalement. Et est-ce que si je change d'onglet... Ah non, il faudrait que je rechange. Ok. C'est pas grave, t'inquiète pas, je pourrais faire le Ok. nécessaire. Ah mince, pardon. Je vous ai mis le mauvais. Attends, bouge pas. Hop. Non, je l'ai mis là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien avec ça, mais du coup, on a un mapping de l'écosystème actuel de Hyperliquid et plus particulièrement de HyperEVM. Je sais pas exactement par où commencer, mais en gros, du coup, sur HyperEVM, vous avez... Est-ce que tu vois bien les logos? Est-ce que tu veux que je change de scène et que je parte sur autre chose? Là, j'ai fait le zoom max. Ouais. Et après, j'invite celles et ceux qui nous écoutent ensuite, évidemment, à pousser la chose. Mais au moins en disant les noms et en voyant le logo. Après, toi, tu peux zoomer sur ton écran et ça se zoomera également chez nous. Non, mais sinon, je vais chercher un... Je crois qu'il y avait un truc qui listait le... Bon, tant pis, je vais zoomer sur mon écran en attendant. Je suis pas un grand habitué des lives. Non, mais t'inquiète, c'est assez intuitif. Donc, d'ailleurs, on reconnaît déjà Curve, des logos qu'on connaît déjà. Voilà. On reconnaît MetaMask, Rabi. Donc, non, ça devrait aller. Vas-y. Okay. Bon, en gros, comme on le disait, il y a quelques bridges qui sont déjà dispo pour se lancer. Donc, vous avez Layer 0 qui fonctionne, comme je le disais tout à l'heure, sur Hypercore. Donc, vous pouvez envoyer des Ethers
du BTC, etc. Moi, je privilégie quand même d'utiliser ce qui est ici, Hyperunit. Pourquoi? Parce que Hyperunit, donc c'est un peu, c'est certes pas un produit qui est développé par l'équipe d'Hyperliquid, mais ça reste un des produits phares du truc. Si vous tradez des actifs sur le marché spot sur Hyperliquid, vous utilisez Unit. Je pense qu'il y aura un airdrop de Unit, même s'il y avait eu des débats autour du lancement de leur propre token et tout. Mais en tout cas, au pire des cas, en utilisant Unit, vous vous rendez potentiellement éligible s'il y a un airdrop saison 2 de Hyperliquid, puisque donc vous utilisez un produit quand même assez phare de Hyperliquid. Donc voilà, sur le site Hyperunit, vous avez un QR code. Vous avez même une adresse. Voilà, il suffit d'envoyer des Ethers dessus et ça arrive directement sur votre DEX Hyperliquid. Donc voilà, pour moi, je privilégie quand même d'utiliser ça. Bon, là, je vous ai mis la liste des validateurs. Hein, comme vous voyez, il n'y en a pas énormément, mais il y en a plus désormais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, sur HyperEVM, vous avez en fait un écosystème, on va dire, de DApp qui est assez classique. On a des DEX, on a du liquid staking, on a tout ce qui touche au lending, voilà, au stablecoin et des apps qui permettent de faire du yield farming. Et voilà, vous avez un peu de gaming, un peu de NFT et tout, mais moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise. Donc, en termes d'application phare, Hyperland, c'est, comme je disais, l'app qui vous permet de faire donc de déposer des actifs pour en emprunter d'autres. Vous pouvez déposer du Hype, du BTC et du ST-Hype. Donc le ST-Hype, c'est un liquid staking token développé par StakeApp. Donc en gros, si vous voulez ça, je pense que les gens connaissent à peu près ce que c'est, mais en fait, vous allez déposer du Hype et on va vous donner un token de liquid staking, donc soit le ST-Hype, soit le L-Hype. Et après, ça, vous pouvez l'utiliser dans la DeFi sur HyperEVM. Donc voilà, c'est un peu cool. Vous générez du rendement en staking, vous continuez de staker vos Hype, et en même temps, vous pouvez les utiliser. Bon, ça, on va dire, c'est un peu connu de tout le monde. Donc Hyperland, ça permet de faire du lending. Voilà, c'est le AAV, si vous voulez, de HyperEVM. Hyperfi, c'est la même chose, mais en fait, c'est avec des leviers. Donc, vous ne pouvez pas emprunter autant, mais vous êtes exposé avec du levier sur votre lending. Bon, c'est un petit peu différent. Voilà, moi, c'est les deux particulièrement que j'utilise. La troisième, il en a parlé tout à l'heure, Joe, puisqu'ils les reçoivent apparemment donc, en podcast aujourd'hui ou en discussion en tout cas, c'est Felix. Felix, pour moi, c'est le protocole que je trouve le plus intéressant avec Hyperland. Felix, en fait, c'est un protocole de CDP, donc Collateral Debt Position, si je ne dis pas de bêtises, ou protocole, enfin, non, Position. En fait, c'est l'équivalent, si tu veux, de Maker DAO. Vous allez en fait déposer des actifs et ça vous permet de minter un stablecoin. Donc, en gros, alors actuellement, le problème avec Felix, le problème, c'est que si vous n'avez pas à minima 3-4 000 $ à déposer dedans, vous ne pouvez pas l'utiliser. Enfin, en tout cas, pas autant que ce que vous voudrez. Donc, l'idée, là, c'est que tu vas déposer 4 000 $ finalement de Hype et tu vas pouvoir emprunter 2 000 $, parce que c'est ça, c'est la limite minimum, 2 000 $ de FEUSD. Donc, tu mintes du stablecoin et ce FEUSD, il est utilisable en spot sur le DEX Hyperliquid, puis il est utilisable dans plein d'autres DApp. Voilà. Et au pire, si vous ne pouvez pas faire ça, vous l'achetez le FEUSD directement sur Hyperliquid, vous le transférez sur votre wallet et vous pouvez utiliser une des applications de Felix qui est assez intéressante, c'est le produit Earn. Donc, vous le déposez dans un vault qui vous permet de participer aux liquidations de tous ceux qui n'arrivent pas à tenir leur position sur Felix. Voilà, ça reste intéressant dans tous les cas. Donc voilà, ça, c'est les 3 gros protocoles avec Hyperfi. Et je rajouterai Kaiko, parce que Kaiko, ça permet aussi de mint le stablecoin Kay, qui est assez utile. Et il y a des vaults aussi, donc vous pouvez faire du lending, c'est un peu sympa. Il y a des boucles sympas du coup à faire avec tout ça. Donc voilà, ça c'est les cartes que je vous conseille de regarder. Là-dedans, je vous conseille de regarder HyperSwap et KittenSwap, qui sont en fait les deux DEX natifs. Sachant que moi j'ai une grosse préférence pour HyperSwap parce que l'UX est sympa, parce que je connais des membres de la team, parce que je pense que c'est le plus aligné avec Hyperliquid, sachant que KittenSwap, certes, il y a un système de points, mais en fait, ils ont levé des fonds, ils ont fait une espèce d'ICO déguisé pour lancer leur token, donc je ne suis pas du tout fan de ce genre de schéma. Voilà. Donc, focus HyperSwap au maximum, et si besoin, comme je l'ai montré dans mon thread hier, des fois, on utilise quand même KittenSwap, parce que dans tous les cas, ça reste un truc qu'il faut farmer aussi. Et donc, voilà, grosso modo, moi, sur quoi je me focus. Kinetic, il n'y a rien encore de sorti, donc malheureusement,
pour l'instant, je peux pas placer de fonds dessus. Et donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a certes des protocoles, mais il n'y en a pas énormément. Donc on se retrouve vite avec, et je vais arrêter le partage pour voir ma tête. Je sais pas si tu peux me remettre. Non, mais voilà, en gros, ce que je voulais dire, c'est voilà, on est sur un écosystème qui reste quand même un peu fermé, pas énormément développé encore. Et puis voilà, il y a quand même des systèmes de points un peu partout. Il y a, à mon avis, de l'argent à faire avec ces airdrops-là si on est smart. Il ne faut pas trop se disperser. Et en même temps, bon, voilà, comme je disais, pas non plus ultra place à ça parce qu'il n'y a pas énormément de protocoles. Donc voilà toute l'idée. Et je ne sais pas si... Ouais, j'allais dire, je voulais partager un peu à quoi ressemblaient les apps, mais bon, je pense que ça va être trop chiant. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais. Enfin, je suis parti un peu dans un freestyle présentation improvisée là. Non, mais c'est très bien. Et en fait, par le prisme de ces émissions dédiées à des écosystèmes, ça nous permet d'avoir une présentation un peu factuelle et de voir aussi les challenges, les limites et potentiellement la concurrence. Là, on voit arriver Mega ETH, tout le monde parle de Monad. Tu sais, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver ou alors qui sont en train de se structurer. Et l'idée, ouais, de toute façon, notre audience n'est pas forcément des deep researchers, tu vois, mais ça leur permet d'avoir une overview, un aperçu en fait de cet écosystème. Et puis, j'ai envie de dire, ne serait-ce que savoir que Hyperliquid, c'est pas qu'un perp dex, c'est une blockchain. C'est tout con, mais je suis sûr que tu demandes à 90% du CTFR, Hyperliquid, c'est quoi? Et moi, le premier, avant qu'on en discute ensemble, hein, je vous le dis en toute humilité, je ne savais pas qu'il y avait une blockchain. Je pensais que c'était sur une blockchain existante. Voilà. Donc, bon, Ouais. au moins, ça sert à ça. Et je fais juste une petite parenthèse. Et je prêche évidemment pour ma paroisse, mais c'était pas l'idée. J'aurais mis en avant n'importe qui d'autre si c'était le cas, mais je sais que c'est un peu complexe parce que, comme je te disais ce matin, j'ai reçu encore des messages de gens qui ont un peu de mal à tout saisir. Moi, j'ai publié hier un thread sur Twitter où j'explique ma stratégie et dedans, je link un article que j'avais fait où j'explique en fait grosso modo quelle est la stratégie à adopter si tu veux utiliser HyperEVM et essayer de farmer un peu l'airdrop. Et dedans, j'explique comment tu connectes ton wallet MetaMask, comment tu fais un peu tes premiers pas. Et dans ce thread-là, j'ai aussi link le thread de Pasher où lui aussi présente un peu ses idées. Donc, grosso modo, à partir du thread que j'ai fait, vous avez 3 ressources assez sympas pour démarrer sur HyperEVM, pour découvrir les principaux protocoles, un peu savoir comment faire les choses correctement. Donc voilà, et je précise que, à mon sens, et là, effectivement, c'est pas un conseil en investissement parce que si vous suiviez mes conseils en investissement, ça va être compliqué pour vous. Mais en revanche, là, de mon point de vue à moi, je pense que c'est un des seuls airdrops qui vaille le coup d'être farmé aujourd'hui parce que tu peux un peu t'exposer à Hyperliquid, peut-être une saison 2 avec le hype, et en tout cas à des projets qui ont déjà des systèmes de points et où il n'y a pas grand monde. Franchement, je suis toujours choqué de voir que des protocoles sur lesquels j'ai quasiment rien fait et je suis ranké millième, quoi. Enfin, comment c'est possible? Il n'y a personne en fait. Il n'y a personne parce que le marché ne donne pas envie aux gens de venir farmer. Et quand il n'y a pas grand monde comme ça, tout le monde cherche le prochain Hyperliquid et en fait, le prochain Hyperliquid, il est Hyperliquid lui-même, tu vois. Donc, et les gens, ça, ils ne le voient pas encore. Donc, je pense qu'il y a une petite opportunité, il y a un premium à aller chercher, là, à mon avis. Eh ben, très bien. Et alors, j'ai mis en commentaire le lien vers ton post. Merci, c'est gentil. Ceux que ça intéresse, allez-y. On va fermer un peu ce sujet. Joe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, notamment sur les perspectives? D'ailleurs, c'est amusant. Toi, au début, tu disais autant tu crois à Hyperliquid en tant que produit. Par contre, tu es peut-être un peu moins bullish sur le côté blockchain, écosystème. C'est peut-être ton mot de la fin ou peut-être tu veux rajouter quelque chose? Ouais, moi je t'avoue que du coup je passe beaucoup de temps sur CTUS, je passe beaucoup de temps à regarder qu'est-ce qui lève et qu'est-ce qui ne lève pas. Moi je suis plutôt bullish sur les layer 1 dont les applications lèvent et j'ai l'impression que l'Hyper EVM elle propose pas autant que les EVM qui vont arriver. On a Monad, on a MegaETH, tout ça et j'ai du mal à voir l'Hyper EVM pouvoir changer ce genre de layer. Par contre, je trouve ça très complémentaire. Je dis absolument pas qu'il fallait pas le faire, c'est très, très cool et c'est peut-être ma question pour Lilian aussi, c'est moi personnellement, je pense que c'est juste complémentaire et qu'il faut pas trop en attendre. Par contre, c'est très, très cool. Toi, est-ce que tu penses que ça peut rivaliser avec d'autres EVM
les plus gros, je veux dire. Tu vois. Comment C'est dur, dire? hein. En fait, je pense que c'est pas la, c'est pas la volonté. Certes, moi, je suis convaincu que d'un point de vue théorique, Hyperliquid, le DEX plus l'Hyper EVM, et si c'est bien intégré, bien imbriqué, bien foutu, tu peux avoir genre une espèce d'application de finance on-chain Mhm. où tu as tout dessus et tu peux t'amuser dessus sans forcément avoir à sortir. L'idée de Coinbase, l'idée de Binance, mais de manière décentralisée sur la blockchain et tout ça. Je pense que, donc théoriquement, oui, ça peut aller compete avec n'importe qui, mais c'est la théorie, tu vois. Dans la pratique, tant qu'on n'a pas avancé dans cette direction-là et qu'on n'a pas plus de clarté, moi, je pense qu'il n'y a pas vocation à aller déjà déloger des apps, des chains qui sont déjà bien en place, où il y a déjà beaucoup de liquidités et où il y a des apps qui ont trouvé leur public, tu vois. C'est surtout ça, en fait. C'est un Solana, tu as déjà trouvé ton public, les degen, les traders de Memcoin, etc. Et même s'il y a du lending qui se développe maintenant et tout, voilà, tu sais que tu es orienté là. Ethereum, bon, bah, c'est les gros volumes, les gros capitaux, les instits et ainsi de suite, entre guillemets, si tu veux. Bref, tu peux un peu catégoriser comme ça. HyperEVM, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est ceux qui veulent aller, on va dire, s'étendre au-delà de Hyperliquid et qui ont la foi en Hyperliquid. Donc, d'un point de vue d'aller compete, moi, pour l'instant, je pense qu'il reste quand même en avance parce que certes, Mega ETH, enfin, moi, je le prononce comme ça, Monad et tout. Alors, Monad, il y a la commu, on va dire, mais tu vois, moi, j'ai un peu les PTSD de Berachain, où je défendais Berachain et Monad en disant il y a une forte commu, donc le lancement sera un succès, donc ça aidera. Bon, Berachain, on a vu que, tac, lancement, le token dump, bah, la commu n'existe apparemment plus. Enfin, en tout cas, elle ne fait plus l'effet. Donc, moi, je remets un peu en question ma thèse de dire que bah, la commu et le côté mythe marche plus. Donc, Monad, on verra. Mais pour Mega ETH, en fait, je vois pas comment tu peux comparer. Pour l'instant, Mega ETH, ils ont certes une tech qui est efficace, etc. Mais bah, pour l'instant, le point, il est du côté d'HyperEVM, tu vois. À mon sens, en tout cas. Et voilà. Et après, en termes de DApp, enfin, comment dire? En gros, si tu vas sur, enfin, voilà, à quel DApp tu penses quand tu parles de HyperEVM, par exemple, de Mega ETH, par exemple? Bah, en fait, les plus grosses levées d'applications pour le moment, je les vois soit sur Monad, soit sur MegaETH en termes d'IVM. J'ai pas vu de grosses levées. Alors, je les ai peut-être ratées parce que tu m'as dit qu'il y en a qui ont levé, mais j'en ai pas vu Ouais. de grosses sur API-IVM et j'ai même pas l'impression de voir tant de gens s'y intéresser, tu vois. J'ai l'impression que c'est comme tu dis que c'est plus complémentaire, c'est très cool, il va y avoir des trucs, mais je pense Ouais. pas que ce sera un layer 1 smart contract voilà, qui va Ok. trouver son PMF, tu vois. Moi, Ok. sur Megatic, j'ai quand même vu un petit bonhomme qui traverse la route, hein, donc bon, Full on Ça chain. fait débat, ça. et bien sûr. Ça a fait débat, ouais. Alors, ouais, en termes de levée, je crois pas. Enfin, en fait, il y a Kitten Swap qui a levé auprès de sa commu, du coup, mais comme je te dis, j'ai pas trop aimé Ouais. le move. Tu mets pas un système de points et une ICO en même temps. Moi-même, le premier, je suis un peu perdu. Il y a Resolve, mais on en parlera ensemble d'ailleurs si tu veux un moment. Bien sûr. Resolve, qui est pas que sur Hyperliquid, qui a levé 10 millions, enfin en tout cas qui a annoncé lever 10 millions hier. Mais bon, ils sont à cheval en fait entre les deux. Et après, pour le reste, il n'y a pas de levée parce que c'est aussi un peu ça l'âme, tu vois, de Hyperliquid. C'est que tu lèves pas, tu bides ton truc se développe, tu génères des revenus ou pas. Et puis en fait, tu pars un peu from scratch. Donc, et pour l'instant, en fait, ça n'empêche pas de développer quelque chose d'efficace. Et en fait, moi, il y a un peu ce truc-là, je me dis, je comprends pas pourquoi tu as besoin de lever 50 millions pour développer une DApp, tu vois. Donc, d'un autre côté, pour l'instant, on n'a pas eu la preuve qu'une boîte qui levait énormément, enfin un projet qui levait énormément, récompensait plus sa commu, ou en tout cas développait un truc plus utile. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas vraiment eu cette preuve-là. Et ensuite, bon, après, du côté de HyperEVM, pour l'instant, c'est quand même assez fermé. Il n'y a pas de stablecoin natif. Enfin, il y a des stablecoins natifs, mais il n'y a pas de USDC, USDT. C'est vrai. Et donc maintenant, enfin, on a eu des rumeurs hier que peut-être l'USDT allait arriver avec Tether qui a mint énormément et qui devrait l'intégrer. Donc ça, c'est bien. On est en train d'étendre petit à petit, tu vois, à d'autres, à un peu des trucs qu'on connaît habituellement sur d'autres réseaux, mais on est encore un peu en retard. Et voilà, donc moi, je pense que ça va rester pour le moment, enfin, petit à petit, ça va se développer, mais ça va rester, comme tu dis, quelque chose qui va être très complémentaire avec le DEX. J'espère de plus en plus intégré dans le DEX, de sorte que
qu'on puisse utiliser les apps sans forcément sortir de la plateforme. Mais voilà. Merci messieurs pour cette présentation. Et puis, moi, je vous propose qu'on se retrouve bientôt pour parler justement d'un autre écosystème. On a parlé de Megaif, on a parlé de Mona. Donc, pourquoi pas aussi présenter un autre écosystème, alors plus ou moins mature, bien sûr. Alors, en ce moment, les discussions sont autour d'Ethereum, les propositions de Vitalik. Donc, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc, je reviendrai vers vous en privé, voire selon vos disponibilités, pour venir parler de ce sujet et d'autres et continuer à proposer un contenu qu'on essaye accessible et puis contradictoire aussi. C'est ça aussi la force de vos échanges. Merci beaucoup Lilian. Merci Joe. Et je rappelle à celles et ceux qui nous écoutent, allez suivre évidemment Hawk Research. D'ailleurs, tu as un truc prévu là bientôt là, cette semaine, tu sors un truc Lilian là avec Hawk. Ouais, on sort une semaine un peu dédiée à un protocole. On va tester un peu ça, de focus un peu des protocoles sur une semaine avec des contenus un peu spécifiques. Rien de fou, c'est pas hyper liquide, croyez-moi. C'est pas un protocole dont on a l'habitude de parler, mais juste ça a fait plaisir à Artem. Moi, je trouve ça fou. Voilà. Je suis en train de le faire, je trouve ça fou. Ouais, parce que bon, voilà, je peux spoiler un peu, mais on a un contributeur. Vous pouvez pas être les seuls à savoir de quoi on parle. Hein. En fait, il le sait, puisqu'il est littéralement contributeur de cette semaine, puisqu'il produit un des contenus. Qui est d'ailleurs un petit banger si on me demande mon avis, mais bon, apparemment, on me le demande pas, puisque je suis biaisé. Mais non, ça va être une petite semaine. Allez, on a évoqué le nom de ce protocole dans le call. Il émet un des stablecoins décentralisés les plus connus actuellement, et c'est pas Maker. Donc voilà, je te laisse là-dessus, tu devineras toi-même. Ok, très bien. Non, mais tu sais que je suis tellement nul que là, je pense à quoi? Usual et Tena, c'est ça? L'un des deux ou aucun rapport? C'est pas Usual. Okay. Non, mais c'est intéressant, Etena. Je fais du teasing. Si c'est ça, c'est intéressant parce qu'ils ont fait parler d'eux parfois en bien, parfois en mal. Et c'est pas facile pour les gens comme nous, les gars, d'arriver à savoir, est-ce que c'est un stablecoin? Est-ce que c'est pas un stablecoin? Et en fait, c'est juste un fonds d'investissement. Donc, tu vois, c'est hyper intéressant. J'ai hâte de lire ce que tu vas produire là-dessus. Et toi, Joe, avec Decrypted, je sais que tu fais des interviews avec des cracks vraiment de l'écosystème, notamment US, avec, je sais, Thomas qui s'occupe des trades et tout. Enfin, vous faites une très bonne équipe là-dessus. C'est quoi qui est prévu pour toi pour cette semaine Beaucoup de travail. Là, j'ai pris 2 jours de vacances, c'était déjà trop. Là, ce soir, du coup, j'ai une interview avec Félix. La semaine prochaine, j'ai Celestia. Entre-temps, beaucoup d'écriture, beaucoup de tournage, beaucoup de live. On a l'invité hebdo jeudi. Je ne sais même pas encore qui va venir, mais il y aura quelqu'un. Bref, voilà. Là, je vais dormir et après, je m'y mets. Eh bien, messieurs, de toute façon, je crois qu'on est tous à peu près dans le même bain. Voilà, on produit du contenu et on essaie de faire en sorte que ça plaise. Merci en tout cas de passer dans l'émission. Je vous souhaite une belle journée, une belle continuation. Puis de toute façon, on se dit à très bientôt. Merci à toi aussi. Salut Joe, salut Lilian. Merci à toi. Salut les gars. Ciao. Bye bye. Et cette émission est terminée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que moi à l'animer. C'était encore riche en contenu. Je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau numéro de GM Web3 dédié à l'écosystème Multiversix et vendredi matin pour un nouveau numéro de GM Web3 en français, dans lequel j'aurai la chance de recevoir Rémi Dalise, un ancien de Ledger, qui viendra nous raconter son parcours, mais aussi nous donner tous les conseils pour sécuriser ses cryptos. Et puis à 11h45, je recevrai Jean-Charles Galli, qui signe un nouvel ouvrage avec Alexandre Stachenko sur Bitcoin et sa géopolitique. J'ai hâte de cette interview. Et puis bien sûr, Jonathan Solomon qui viendra nous faire sa chronique TradFi pour tout savoir sur l'actualité des marchés traditionnels et crypto. Je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de mettre un like, de mettre une cloche ou de noter si vous écoutez en podcast. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Salut à tous.